Sirois Guissé. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal. Les Lions, exactement. C'est un excellent terrain d'analyse. Le sport de haut niveau, ça fonctionne souvent comme un laboratoire à ciel ouvert. Mhm. Ça permet vraiment d'observer la gestion des ressources humaines sous une pression médiatique qui est juste extrême. Alors, pour poser les bases factuelles de notre dossier, pour ceux qui nous écoutent, on a Malang Sarr, un défenseur très très performant qui évolue au RC Lens en France, Un joueur solide, oui. très solide. Et récemment, ce joueur a pris l'initiative d'exprimer publiquement son choix définitif de représenter le Sénégal. Une vraie déclaration d'intention. Clair et net, hyper relayé dans les médias. Du coup, la suite logique pour tout observateur extérieur, c'était de voir son nom sur la liste de la prochaine sélection. C'est ce que tout le monde attendait, oui. Et là, énorme coup de théâtre de la part de Pape Thiaw. Malang Sarr n'est pas convoqué pour ce rassemblement. C'est le genre de décision qui va totalement à l'encontre de l'instinct primaire du supporter. Mais grave! Ou même du journaliste sportif. Eux, ils réclament toujours l'ajout du talent brut et immédiat, sans réfléchir au reste. Bon, on va décortiquer tout ça, parce que la situation me semble presque contre-intuitive. Je vois ce que tu veux dire. Si je reprends mon analogie de l'entreprise du début, quand quelqu'un de brillant se lève sur la place publique pour dire qu'il veut travailler pour vous, la réaction normale d'un manager en manque de talent, c'est de sauter sur l'occasion, non? Dans un monde idéal, peut-être oui. Du coup, comment un entraîneur justifie-t-il le fait de freiner des quatre fers face à une aubaine pareille? Alors, je nuancerai un peu cette idée de freiner des quatre fers. En fait, il s'agit plutôt d'une reprise de contrôle. Une reprise de contrôle. C'est-à-dire, Quand un joueur d'un tel calibre fait une déclaration publique d'allégeance, il crée de fait un événement médiatique. ouais, ça fait les gros titres. Exactement. Et cet événement génère instantanément une sorte d'urgence artificielle. Le public s'enflamme, la presse pose des questions dans tous les sens, C'est la panique, quoi. et soudain, le sélectionneur se retrouve sommé de réagir à un calendrier qui est dicté par le joueur lui-même. Mais attends, c'est pas le signe d'une immense motivation de la part du joueur, ça? Pourquoi voir ça comme une contrainte calendaire plutôt que comme une simple super bonne nouvelle? Parce que dans toute dynamique de groupe, céder à l'urgence dictée par l'extérieur, c'est perdre une part de son autorité interne. Ah, je vois. La réaction de Pape Thiaw, elle montre un refus hyper catégorique de se laisser imposer un tempo. Lors de la conf, il explique qu'il suit attentivement Malang Sarr. Ce qui est la moindre des choses. Oui, mais il précise immédiatement qu'il suit, je cite, « tout footballeur sénégalais capable de représenter la sélection ». En gros, il le noie dans la masse. Voilà. Il souligne que le sang sénégalais est le critère premier, pas la hype médiatique. J'entends bien, mais pardon. Ça ressemble quand même vachement à un discours super formaté pour noyer le poisson, non? Dire qu'on suit tout le monde, c'est un peu la meilleure façon de dire qu'on regarde personne en particulier. C'est une lecture possible de la forme, je te l'accorde. Mais sur le fond, le mécanisme est vraiment redoutable. Ah ouais. Ouais. En banalisant le suivi du joueur, le sélectionneur désamorce la bombe médiatique. Hmm. Il valide l'identité du joueur, il reconnaît sa légitimité potentielle, mais il replace cette candidature individuelle au beau milieu d'un vivier global. D'accord, donc il le remet à sa place en quelque sorte. C'est ça. Ce faisant, il rappelle à la presse, et surtout aux joueurs, qui détient réellement les clés du processus de sélection. Il neutralise la pression externe d'un coup. C'est une manière très polie de dire que c'est bien d'avoir frappé à la porte devant les caméras, mais c'est lui qui décide quand on tourne la poignée. Et surtout quand on ouvre la porte. Et c'est vraiment là que la rhétorique du sélectionneur devient un modèle du genre. Il a utilisé un terme très très précis lors de cette conférence de presse pour justifier sa position. Oui, le fameux timing. Exact. Il a littéralement déclaré devant les journalistes que l'équipe nationale, c'est une question de timing. Et ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la diplomatie chirurgicale de ce mot. Vas-y, explique. Si on analyse le sous-texte, dire que c'est une question de timing, c'est pas du tout une évaluation technique. Ben non, c'est sûr. S'il avait dit que Sarr ne rentrait pas dans son système tactique, par exemple, il ouvrait grand la porte à des débats d'experts sans fin sur les schémas de jeu. Les fameux débats de comptoir à la télé. Exactement. Et s'il avait dit qu'il n'était pas assez bon, il créait un conflit direct et il vexait le joueur publiquement. Ce qui serait une erreur monumentale. Le timing, par contre, c'est un concept abstrait, totalement irréfutable, et dont lui seul, en tant que manager, possède la jauge. D'autant plus qu'il prend bien soin d'enrober ce refus temporel avec pas mal de louanges. Oui, c'est très habile. Il souligne direct dans la foulée que Malang Sarr est en train de faire des performances extraordinaires avec Lens, donc on valide le talent. On valide l'effort aussi. Voilà. On dit juste que l'horloge ne tourne pas à la même vitesse pour tout le monde. La validation publique est cruciale dans ce genre de situation.
Il ajoute même cette précision stratégique. Il ne fait pas partie de ce rassemblement, mais on ne sait jamais. Ces fameux on ne sait jamais. C'est la porte entrouverte dont on parlait. Tout à fait. Mais en vrai, est-ce que c'est pas psychologiquement épuisant pour l'athlète? C'est sûr que ça doit pas être facile. Prenons le cas d'un sportif au sommet de son art. Son corps répond parfaitement, il enchaîne les titularisations au plus haut niveau européen, il fait l'effort mental et public de s'engager. Ouais. Et la réponse de l'institution, c'est de l'asseoir dans une salle d'attente indéterminée. Je trouve ça presque cruel de demander à des professionnels hyper explosifs sur le terrain d'avoir une patience de moine tibétain en dehors. C'est vrai que c'est une friction inhérente au sport de très haut niveau, mais c'est aussi un filtre redoutable. Un filtre? Comment ça? Le timing imposé par Tiao, ça agit comme un véritable test de résilience et de motivation profonde. Ah, pour voir s'il a vraiment envie. Exactement. Est-ce que la volonté du joueur de rejoindre l'équipe nationale est liée à un engouement purement momentané, une petite opportunité immédiate, ou est-ce que c'est un vrai projet à long terme? C'est intelligent. En imposant cette attente, le manager force le joueur à prouver que son désir survivra à une toute première frustration. Donc le talent brut n'est finalement qu'une condition préalable. Oui, c'est juste le ticket d'entrée. Ce qui détermine l'entrée réelle dans le groupe, c'est la capacité de ce talent à croiser l'horloge interne de l'institution au moment très précis où un espace se libère. Exactement. L'horloge d'un individu et l'horloge d'un groupe battent très rarement au même rythme. C'est clair. Le rôle du leader, c'est de synchroniser ces deux horloges sans casser la mécanique d'ensemble. Mais ça soulève une question super pragmatique et c'est souvent ce que le grand public a du mal à comprendre. Je t'écoute. Pourquoi l'horloge n'est-elle pas la bonne en ce moment précis? Pourquoi on ne peut pas juste faire un peu de place? C'est la grande question des supporters, ça. Bah oui, on parle souvent de listes de 23 joueurs, parfois même élargies à 24 ou 26 selon les compétitions. On a juste envie de dire au sélectionneur, bah, ajoutez-le, on verra bien. C'est tentant de penser comme ça. C'est quoi le vrai risque de prendre un joueur super talentueux en plus? La réponse à cette question réside dans la différence fondamentale qu'il y a entre une simple addition mathématique et une véritable alchimie humaine. Et c'est sur ce point très précis que le sélectionneur va livrer une vraie leçon de logique implacable aux journalistes qui étaient présents dans la salle. Alors c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que le point d'orgue de cette conférence de presse, ça tient en une seule phrase. Une phrase choc, oui. Lâché par Pape Thiaw face à l'Assemblée, il dit « Après, qui dit choisir, dit éliminer ». C'est une formulation lapidaire, presque philosophique en fait. Complètement. Et il va même plus loin, puisqu'il ne se contente pas de cette maxime. Il relance la balle directement dans le camp de la presse. Ouais, il les met face à leurs responsabilités. En posant cette question redoutable, qu'auriez-vous répondu si je vous demande qui éliminer pour le convoquer? C'est du génie communicationnel. Pour bien comprendre la mécanique derrière ça, j'aime utiliser une petite image assez simple. Vas-y. Imaginons la préparation d'une valise pour un très long voyage. La valise est parfaitement organisée, elle est pleine à craquer, chaque centimètre carré est optimisé. Je vois très bien la scène. Et là, juste avant de partir, on nous offre un pull magnifique, hyper luxueux, de la meilleure qualité possible. Le fameux pull Malangsar. C'est ça, ce pull c'est SAR. Tout le monde crie de le mettre dans la valise parce qu'il est trop beau. Sauf que la réalité physique de la valise, c'est qu'on ne peut pas juste le rajouter par-dessus. Ah bah non, ça ferme plus. Voilà. Pour faire entrer ce nouveau pull, il faut obligatoirement ouvrir la valise, fouiller dedans et sortir un autre vêtement. C'est inévitable. Peut-être un vêtement un peu moins luxueux, c'est sûr, mais qui a tenu chaud pendant toute la première partie du voyage. Si l'on relie ça à une vision plus globale, disons, de l'économie ou de la stratégie d'entreprise, c'est l'illustration la plus pure de ce qu'on appelle le coût d'opportunité. D'accord. Mais ici, c'est appliqué à la gestion humaine. J'avoue que j'ai un peu de mal avec cette idée de coût d'opportunité appliqué à des êtres humains, en fait. C'est vrai que ça sonne un peu froid. En économie, on parle de budget, de ressources purement matérielles. Là, on parle d'une équipe de foot, des gars qui jouent ensemble. Est-ce qu'on peut pas, je sais pas, juste acheter une valise un peu plus grande? C'est l'illusion classique de l'observateur extérieur, ça. Ah ouais. Dans un groupe social restreint et surtout qui est soumis à une énorme pression, élargir la valise sans raison valable, ça dilue l'intensité et l'implication de tout le monde. Je vois. On perd en cohésion. Exactement. Tiao rappelle ici qu'une liste de sélection, c'est une équation à somme nulle. Il y a un écosystème qui est déjà en place. Des joueurs qui ont déjà mouillé le maillot. Des joueurs qui ont fait les déplacements hyper difficiles en Afrique, qui ont joué sur des terrains parfois compliqués lors des phases de qualification. Ils ont créé un vrai cohésion. Ouais, une histoire commune, quoi. Intégrer une nouveauté dictée par les médias, même si le mec est ultra talentueux, ça signifie devoir désigner quelqu'un qui a participé à tout cet effort collectif. Et le virer? Le regarder dans les yeux et lui dire « peut-on ?»
ton aventure s'arrête ici, ce matin, pour faire de la place au nouveau. C'est une réalité assez brutale quand on y pense. L'intégration des uns se nourrit toujours de l'exclusion des autres. C'est la dure loi du sport de haut niveau. Mais pour en revenir à cette tactique de com, face aux journalistes, le fait de leur demander qui éliminer, est-ce que c'est pas juste une esquive super habile? Une esquive? Bah oui, une façon de pas assumer la responsabilité de ses propres choix en retournant le problème vers la salle. Alors là, c'est tout l'inverse, je suis convaincu. Ah bon? Ce n'est pas une esquive, c'est une technique brillante de responsabilisation de l'interlocuteur. D'accord. En posant cette question, le sélectionneur expose la légèreté de la demande médiatique. Les journalistes, eux, ils veulent juste la belle histoire, Le clic, l'audience. la bonne nouvelle de l'intégration de la star qui évolue en Europe. Mais ils ne veulent absolument pas porter le fardeau social de l'exclusion. C'est facile de demander, moins d'assumer. En forçant les médias à envisager de nommer publiquement le joueur qui devrait être évincé, Thiaw leur montre le poids réel de la décision que lui, il porte sur ses épaules tous les jours. Donc, en gros, il les met face aux conséquences bien réelles de leur propre engouement. C'est exactement ça. S'ils veulent Sarr à tout prix, ils doivent assumer publiquement le sacrifice de quelqu'un d'autre. Et évidemment, aucun journaliste va se risquer à désigner un joueur en direct devant les caméras. Jamais de la vie. Le piège se referme, quoi. Et cette manœuvre a aussi une deuxième utilité, qui est peut-être encore plus cruciale dans le fond. Vas-y, Elle protège le groupe actuel. comment ça? Juste en refusant de citer des noms. Précisément. Sous la pression de la salle, un manager, disons un peu inexpérimenté, aurait pu essayer de se justifier en faisant des comparaisons directes. Genre, oui, Sarr est bon, mais un tel est meilleur en ce moment. Voilà, il aurait pu dire que Sarr est bon, mais que tel défenseur central est plus en forme. S'il avait fait ça, il aurait littéralement jeté des noms en pâture à la presse. Ce qui aurait été terrible pour la confiance du joueur cité. Il aurait instauré le doute chez ses propres joueurs, il se serait senti en concurrence directe avec une sorte de menace fantôme externe. Au lieu de ça, en refusant d'entrer dans ce jeu de la comparaison individuelle et en posant cette question super globale du qui éliminer, il érige un bouclier géant autour de l'intégralité de son vestiaire. C'est un message de loyauté très très puissant qu'il envoie à son équipe. C'est clair. Il leur dit, sans même avoir besoin de prononcer les mots, vous avez gagné votre place, vous avez formé ce groupe de vos propres mains et je ne sacrifierai aucun d'entre vous sur l'autel de la nouveauté ou de l'effervescence médiatique du moment. C'est beau! Pour un leader, réussir à créer ce sentiment de sécurité interne, c'est souvent bien plus générateur de performance que le simple ajout d'un talent individuel supplémentaire, aussi fort soit-il. Franchement, c'est ouf de voir qu'une simple petite séquence de questions-réponses un vendredi après-midi, ça peut contenir autant de niveaux de lecture. C'est la magie de la communication. On part d'un non-événement sportif, finalement, juste l'absence d'un nom sur une feuille, et on plonge direct dans une masterclass de gestion de crise, de manipulation temporelle avec ce fameux timing, et de préservation de l'écosystème. Cette affaire souligne vraiment une vérité qu'on ignore trop souvent. Additionner les meilleurs talents individuels, ça ne garantit absolument jamais de créer la meilleure équipe. On l'a vu plein de fois dans l'histoire du foot, d'ailleurs. La gestion de l'espace, la cohésion, l'histoire commune du groupe, ça pèse parfois bien plus lourd que les simples statistiques de performance sur un tableau Excel. Et en fait, c'est une dynamique qui dépasse très largement le cadre d'un simple terrain de foot, des Lions du Sénégal ou du RC Lens, quoi. Oh que oui. Les lois qui régissent la constitution de ce groupe, elles s'appliquent à peu près partout dans la société. Les mécanismes de la psychologie humaine en groupe sont totalement universels, en effet. Si on imagine un département dans une grosse boîte qui tourne à plein régime avec des collègues hyper soudés qui ont traversé des crises ensemble, des charrettes de travail. Ouais. Soudainement, quelqu'un de brillant avec un CV parfait veut rejoindre l'équipe. Ou même, prenons une situation encore plus quotidienne. Un groupe d'amis, par exemple? Exactement, un cercle de potes très fermé, qui se connaît par cœur depuis des années, une nouvelle personne, charismatique, intéressante, orbite autour du groupe et souhaite vraiment s'y intégrer. La réaction viscérale sera fondamentalement la même que celle du sélectionneur. L'écosystème va d'abord se figer, il va évaluer la menace potentielle que représente cette nouveauté sur l'équilibre qui est déjà bien établi, et il va imposer un temps d'attente. L'équation reste inlassablement la même. L'attrait pur de la nouveauté se heurte toujours au mur de la cohésion. Toujours. Et la réalité physique veut qu'une intégration modifie à tout jamais la dynamique en place. L'espace humain, tout comme l'espace physique de notre fameuse valise, il ne peut pas être compressé indéfiniment sans qu'il y ait des conséquences sur l'ensemble de la structure, quoi. C'est pour ça qu'il faut une gestion super fine des équilibres. Les mots qui sont utilisés, les silences, le rythme imposé. Vraiment, tout devient un outil de management.
Et ben c'est justement sur cette dure réalité de l'équilibre que j'aimerais qu'on s'attarde un peu pour clore notre réflexion aujourd'hui. Bonne idée. Cette phrase de Pape Thiaw, elle résonne bien au-delà du sport. Qui dit choisir dit éliminer. C'est une belle leçon. Elle vient nous rappeler que dans un monde où l'on veut absolument toujours tout accumuler, avoir plus de contacts, plus de projets, plus d'opportunités, ben nous oublions hyper souvent le coût réel de cet ajout. Tout a un prix. La nouveauté prend inévitablement de la place. Alors, pour notre public, voici de quoi nourrir votre propre réflexion, loin de l'agitation des conférences de presse. Mhm. La prochaine fois qu'une irrésistible envie de dire oui se présente à l'horizon, que ce soit pour une nouvelle charge de travail prestigieuse, un engagement associatif, ou même l'intégration d'une nouvelle dynamique dans vos relations, Posez-vous la bonne question. c'est ça. Quelle est la chose, l'habitude ou la personne qui est déjà présente et qui est peut-être extrêmement précieuse à vos yeux, qui devra silencieusement être mise de côté pour lui faire cette fameuse place? C'est une question essentielle en vrai. Pour quiconque souhaite garder la maîtrise de son propre écosystème sans céder bêtement à la pression de l'instant. La partie d'échec humaine, elle, ne s'arrête jamais. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des fils invisibles qui dictent les décisions de haut niveau. C'était un plaisir. Continuez d'observer les rouages cachés, de questionner les évidences et de chercher la mécanique complexe derrière l'information quotidienne.